Donc je vais effectivement parler de ce qui est le domaine que je connais le moins mal, les dynasties Liao Qing-Yuan, et leur rapport avec la sinologie telle qu'elle s'est réalisée au Collège de France. L'histoire et la culture, il serait plus juste de parler des cultures des empires Khitan, Jurchen et Mongol, appelés en chinois dynastie Liao Qing-Yuan, sont souvent le parent pauvre des études chinoises dans lesquelles les dynasties Transong, Ming et Qing sont privilégiées. Depuis quelques décennies, les études sur la Chine des Jurchen et celle des Mongols ont connu des progrès certains. Depuis une vingtaine d'années, ce sont surtout les études sur l'Empire Khitan, l'Empire des Liao, qui sont renouvelées en profondeur par des découvertes archéologiques et épigraphiques. L'archéologie a mis au jour non seulement de nombreuses tombes de la noblesse khitan, mais aussi une vingtaine de villes, principalement en République de Mongolie. L'existence de ces dernières, en particulier celle de Chingoltoy-Balgash, au centre de la Mongolie, atteste d'une présence et d'une puissance de l'Empire Khitan en Haute-Asie, dont les sources historiques chinoises sont loin de nous donner une idée réelle. D'autre part, on assiste à des découvertes incessantes de nouvelles stèles écrites en grande ou petite écriture khitan. Quoique le déchiffrement de ces écritures reste laborieux et très imparfait, les premiers résultats ont déjà fourni des informations irremplaçables qui complètent et corrigent de façon substantielle, parfois révolutionnaire, les données dont nous disposions jusqu'à présent. À l'occasion de ce bicentenaire qui nous réjouit tous et qui nous réunit, c'est aussi de cette facette tout à la fois méconnue et renaissante de l'histoire chinoise que je vous propose de parcourir rapidement l'histoire de la chaire initialement intitulée « Langue et littérature chinoise et tartaro-mandchoue ». Jean-Pierre Abel-Rémusat, dont nous avons déjà beaucoup parlé, fut nommé à la chaire de langue et littérature chinoise et tartaro-mandchoue du Collège de France en 1814. Les mérites sinologiques d'Abel-Rémusat doivent en effet être évalués à l'aune des matériaux tout à fait rudimentaires dont le savant disposait et dont Henri Maspero a parfaitement décrit l'indigence dans un article publié en 1932 à l'occasion du 4e centenaire du Collège de France. Le parcours de ses recherches et ses publications montre que l'intérêt d'Abel-Rémusat pour la langue chinoise elle-même l'amena rapidement à deux aspects de la culture chinoise, le bouddhisme et la littérature de voyage. Certes, Jean-Pierre Albert Rémusat ne s'est jamais concentré spécifiquement sur des sujets en rapport direct avec les dynasties Liao, Qing et Yuan. Toutefois, ni la linguistique, ni la littérature romantique, comme le roman Les deux cousines, Yu Jiaoli, ne pouvaient le retenir dans un univers confiné au monde Han, et l'Inde lointaine s'avéra être la destination réelle ou le prétexte qui attirait le sinologue aux marches septentrionales de l'Empire du Milieu et en Asie centrale. Une mort prématurée empêcha, hélas, le savant de poursuivre ce parcours. Aignan Stanislas Julien, dont nous avons beaucoup parlé ce matin, occupa la chaire de sinologie du Collège de France pendant plus de 41 ans. Comme nous l'avons dit, orphelin à l'âge de 5 ans, il étudia de multiples langues, grec, arabe, hébreu, persan et sanskrit. Dans la lignée de son prédécesseur, il travailla à faire connaître la langue chinoise à travers la traduction et l'édition d'écrits pédagogiques qui constituent des exposés concentrés de la culture chinoise, par exemple le Tianziwen ou le Sanziting. Et il poursuivit quelques travaux concernant les fondements de la pensée chinoise par l'étude de Manzi et de Laozi. Il s'intéressa aussi à l'Inde et au bouddhisme, en particulier aux pèlerins bouddhistes, aux contes indiens, voire au sanskrit, ce qui l'amena à aborder l'étude de la géographie
et des populations de l'Asie centrale, ouïghours compris, dans une remarquable notice. Ces documents historiques sur les Tutués, parus dans le journal asiatique une vingtaine d'années plus tard, sont la traduction de la section biennidienne de l'encyclopédie Guzin Tujudicheng. Ils ouvrent la voie à l'étude des Turcs Tutués qui culmina un demi-siècle plus tard dans le travail d'Édouard Chavannes. Mais il serait quelque peu exagéré de considérer que l'étude d'un catalogue bouddhique des Yuan ou que le fait que le roman Blanche et Bleue se déroule sous cette même dynastie mongole fasse de Stanislas Julien un savant qui aurait travaillé sur les dynasties de conquête. Julien se concentra plus que son prédécesseur sur la culture chinoise elle-même, et il fut surtout l'auteur d'une production considérable de traductions, de nouvelles et de romans chinois, allant jusqu'à proposer, 37 ans après Albert Rémusat, une nouvelle traduction du best-seller de l'époque, Les Deux Cousines. Mais l'intérêt scientifique de Stanislas Julien pour la Chine ne se limita pas à la philologie et à la littérature. Il s'étendit aux techniques comme celle de la culture des mûriers, de la fabrication de la porcelaine et même plus largement à l'industrie chinoise, et produisit des ouvrages qui sont tout à l'honneur de la chaire de sinologie du Collège de France, même s'ils sont thématiquement éloignés de notre propos. Avec Léon d'Hervé de Saint-Denis, la chaire de sinologie du Collège de France fut occupée par un titulaire plus encyclopédiste que ses prédécesseurs, peut-être, dont les premières publications furent 4 traductions d'ouvrages espagnols et italiens, traitant principalement de l'histoire de l'Italie. Léon d'Hervé, qui avait publié un ouvrage sur l'apprentissage du chinois peu avant son entrée au Collège de France, traduisit surtout des nouvelles qui méritèrent d'être rééditées plus d'un siècle après, puisqu'elles furent rééditées notamment aux éditions Bleu de Chine en 1999. Pour l'historien, sa principale contribution aux études des peuples du nord de la Chine est certainement sa traduction de la description des peuples étrangers à la Chine contenue dans le Wenxian Tongka de Ma Duanlin. Par cette traduction, Léon d'Hervé de Saint-Denis n'avait probablement pas l'intention de s'intéresser spécifiquement aux dynasties de conquête, mais toujours est-il que le contenu du Wenxian Tongka, qui paraissait pour la première fois en français, contient d'abondantes informations sur l'histoire des peuples du Nord-Est et constitue en ce sens une certaine contribution à l'étude des dynasties Liao, Qin et Yuan. Nous en venons maintenant à Édouard Chavannes. À Léon d'Hervé de Saint-Denis succéda Édouard Chavannes. Ce normalien agrégé de philosophie et prématurément décédé à l'âge de 52 ans, marqua l'histoire non seulement de la chaire de langue et littérature chinoise et tartare-mandchoue, mais aussi, plus largement, celle de toute la sinologie française, tant par une œuvre exceptionnelle qui, souvent un siècle plus tard, n'a pas vieilli, que par la qualité de ses disciples. Avec Chavannes, la sinologie acquit de la profondeur, de la technique et devint une science à part entière. La profondeur de son œuvre se manifeste par l'ouverture du champ de recherche à l'archéologie et à des travaux épigraphiques qui s'étendirent jusqu'aux écrits sur carapace de tortue. Parallèlement à cela, ce génie prolifique qu'était Chavannes produisit des œuvres de tout premier ordre en travaillant sur la religion chinoise antique, sur le culte du Taishan, sur le bouddhisme et même sur la religion populaire et les coutumes chinoises. Le savant insatiable s'illustra tout particulièrement, comme c'est très connu, par ses traductions et ses travaux historiques et philologiques sur le Shiji de Sima Qian, le Roranshu, ainsi que l'histoire et le calendrier des Turcs. Autant de productions fondatrices qui restent aujourd'hui encore
des œuvres de référence. Plus d'un siècle après leur publication, les documents sur les Tutué occidentaux sont encore régulièrement consultés et cités par les chercheurs qui abordent ce sujet. Les dynasties Liao Zingyuan ne pouvaient échapper au champ d'action d'un savant qui s'intéressa si intensément à tous les aspects de l'Empire chinois, tant en ce qu'il avait de typiquement chinois que dans ses contacts interculturels. Chavan fut peut-être le premier sinologue qui lit des poèmes chinois de la période Jin, la période des Jurchen. En tout cas, il est le premier dont nous ayons la preuve qu'il en ait lu dans un recueil de poèmes des périodes Song Zingyuan, ayant appartenu à Chavan lui-même et aujourd'hui conservé à la Société asiatique, un livre sobrement intitulé Liao Zingyuan Shi Xuan. On peut voir des poèmes des dynasties Jin et Yuan ponctués avec des points rouges par Chavan. L'image que je vous donne présente un poème du plus grand lettré des Jin, probablement le plus grand poète, Yuan Haowen. Pour ce document, je remercie Madame Amina Abdraman qui garde les documents de la collection Chavan de la Société asiatique et qui m'a signalé cet élément tout à fait intéressant. Mais la contribution la plus marquante de Chavan aux études Liao et Jin est assurément son article paru en 2 parties dans le journal asiatique de 1897 et 1898. C'est l'article « Voyageurs chinois chez les Khitans et les Jurchen ». Ce travail considérable, qui représente quelques 145 pages, n'a pas non plus vieilli. Il fut même réimprimé en 2010 chez Kessinger Publishing et il fournit aux historiens la traduction soignée de 5 relations de voyage, Yulu, d'émissaires Song envoyés en pays Khitan et Jurchen. En effet, dans le bouddhisme Chan, les Yulu sont des recueils de propos de maîtres religieux. Ici, le Yulu a une acception différente. Il désigne les rapports de voyage qu'établissaient les émissaires se rendant à la cour d'un pays étranger afin de rendre compte des distances et des étapes parcourues, ainsi que de l'état du pays traversé. Ces documents n'étaient donc pas des œuvres littéraires destinées à être publiées, mais ils avaient pour but d'informer en interne la cour des Song sur ce que les émissaires avaient vu en voyage. Il s'agit donc d'écrits d'auteurs Song, mais qui traitent exclusivement de la situation dans les empires Khitan et Jurchen. Malgré quelques rares émotions empreintes de sentiments politiques, ce sont des témoignages dont la valeur est incontestable et qui complètent très utilement ce que l'historien peut trouver dans les annales historiques ou dans l'épigraphie. On doit mentionner encore une œuvre monumentale qui, si elle n'est pas la plus connue de Chavan, constitue un vrai bijou de la sinologie. Il s'agit d'un article intitulé, comme vous le voyez, « Inscriptions et pièces de chancellerie chinoise de l'époque mongole ». Il a été publié entre 1904 et 1908 dans le Tomba en 3 parties qui forment un ensemble de 265 pages, soit la taille d'un livre. Nous n'avons pas le temps, hélas, d'en faire la description qu'il mérite, mais nous devons signaler l'existence de ce monument de la sinologie. Non seulement il est un modèle de méthode philologique et une référence du point de vue historique, mais il innove aussi considérablement en ouvrant des champs nouveaux de la sinologie, comme l'épigraphie et l'étude du bouddhisme et du taoïsme sous les Yuan, 2 directions de recherche qui connurent de riches développements au XXe siècle. À propos d'épigraphie, justement, nous devons encore faire mention d'une note peu connue de Chavan, parue dans le Tomba de 1908.
Intitulée « L'inscription Juchen de Tianzhou », cette note présente une stèle des temps non gravée, d'où son nom de Wuzibei, qui aurait été offerte par le roi de Khotan, selon certaines légendes, d'où son nom populaire de stèle de Khotan. Cette stèle, qui se trouve à proximité du mausolée de l'empereur Gaozong des Tang, près de l'ancienne ville de Tianzhou, dans la région de Xianyang, au Shanxi, a été visitée par Chavannes le 8 septembre 1907. Si elle n'a jamais été gravée selon le quadrillage préparé à l'origine, elle n'est pas restée vierge, puisque des inscriptions y ont tout de même été apposées au fil du temps. Parmi celles-ci, Chavannes relève la présence d'une inscription bilingue dont une partie est chinoise et l'autre d'une écriture inconnue. Comme la partie chinoise indique que l'inscription relate la restauration de bâtiments par un prince de la famille impériale des Jurchen en 1134, Chavannes en conclut, à l'instar des épigraphistes chinois qui l'avaient précédé, que l'écriture inconnue devait être du Jurchen. Les progrès du déchiffrement des écritures Khitan et Jurchen au XXe siècle ont montré depuis qu'il ne s'agit pas d'écriture Jurchen, mais bien de la petite écriture Khitan, dont l'usage s'est prolongé durant plusieurs décennies sous la dynastie Jin. Aujourd'hui, plus aucun spécialiste ne prendrait cette écriture pour du Jurchen, ce qui témoigne des progrès effectués en un siècle. Mais le déchiffrement de la partie Jurchen de cette stèle est loin d'avoir révélé tous ses secrets. En avoir révélé l'existence et tenté la description est assurément une autre marque de la pertinence et de la curiosité d'Édouard Chavannes. À Édouard Chavannes succéda l'un de ses plus brillants élèves, Henri Maspero, élu au Collège de France en 1919. Comme il n'était plus question à cette date de gouvernant tartaro-mandchou à la tête de la Chine, la chaire de Maspero s'intitulait simplement « Langue et littérature chinoise ». Fils de l'égyptologue Gaston Maspero, Henri commença par des études de droit avant de s'orienter vers le chinois, qui l'amena rapidement à l'école française d'Extrême-Orient, où il commença par l'étude de l'Indochine, à la succession de Chavannes au Collège de France, à celle de Marcel Granet à la Sorbonne et à l'école pratique des études. L'œuvre considérable de Maspero porte sur l'histoire et les langues du sud-est asiatique, mais aussi et surtout sur la Chine antique et sa religion. On pense en particulier au taoïsme et les religions chinoises. Le savant a certes travaillé sur les documents chinois de la 3e expédition de Sir Orelstein en Asie centrale, mais avec lui, le barycentre de la recherche sinologique s'est à l'évidence déplacé vers le sud, et les recherches ouvertes par Chavannes dans le domaine des dynasties Liao, Jin et Yuan s'estompèrent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paul de Miéville succéda à Maspero. Après un médecin, un agrégé de philosophie ou un juriste, c'est un musicologue de formation qui occupait la chaire de sinologie du Collège de France. Il avait enseigné 3 ans à Amoy, Xiamen, puis il avait été pensionnaire de la maison franco-japonaise de Tokyo. 1 an avant d'entrer au Collège de France, il avait été élu directeur d'études à la 4e section de l'École pratique d'autres études, où il dispensa un cours de philosophie bouddhique pendant plus de 10 ans. L'œuvre de Paul de Miéville est nettement centrée sur une culture proprement chinoise et sur le bouddhisme. Pourtant, on doit mentionner ici un article paru en 1957 et intitulé « La situation religieuse en Chine au temps de Marco Polo ». Cet article d'une 40aine de pages est assurément un texte de référence pour l'étude de la religion sous les Yuan, et en particulier pour l'étude des fameux débats entre bouddhistes et taoïstes qui ont marqué cette période. En ce sens, Paul de Miéville a apporté une contribution de valeur aux études sur les dynasties Liao, Jin et Yuan. Sinologue et tibétologue,
Rolf Stein succéda à Demiéville et occupa durant 15 ans la chaire de sinologie du Collège de France. Par l'intitulé même de « Études du monde chinois, institutions et concepts », le domaine scientifique de cette chaire s'étendait au-delà de la Chine prise au sens strict. Si cette ouverture s'est souvent réalisée dans le travail de Rolf Stein en direction de l'ouest du Tibet, les populations mongoles tartares ne furent pas oubliées. Dans une œuvre de jeunesse, qui est aussi un article majeur de son œuvre, le Liaozhi traduit et annoté, paru dans le Tomba en 1940, Stein s'attaqua à des questions épineuses sur l'origine des noms de la période quittant Liao. Dans cet article de 150 pages, l'auteur utilisait déjà les premiers résultats du déchiffrement de l'écriture quittant. 70 ans plus tard, les progrès de ce déchiffrement pourraient certes apporter au travail de Stein des corrections, ajouts et modifications. Il n'en reste pas moins vrai que ces pages de Rolf Stein font preuve d'une patience, d'une richesse et d'une précision scientifique absolument remarquables. Dans Le Monde en petit, Stein s'intéressa aussi aux coutumes et à l'habitat de populations descendant des Khitans et des Jurchen, apportant là encore des éléments qui éclairent et complètent des sources historiques trop laconiques. Les progrès et l'extension de la sinologie sont peut-être la raison qui obligea progressivement les titres des chaires à se resserrer quelque peu. Ainsi, la chaire de M. Jacques Gernet s'intitula « Histoire sociale et intellectuelle de la Chine ». L'œuvre magistrale de M. Gernet commença par le bouddhisme chinois pour se prolonger par une histoire de la Chine, le monde chinois, qui reste une des premières lectures de tout étudiant en sinologie, et pour évoluer ensuite vers l'étude de la pensée chinoise. L'intitulé même de la chaire rendait peu probable de longues études sur les dynasties Liaoting et Yuan. Le manque de documents, notamment de Bizi, rend particulièrement difficile l'élaboration de leur histoire sociale. Et ce n'est pas dans le domaine de l'histoire intellectuelle que ces dynasties sont le plus remarquables. On remarque toutefois qu'à l'époque où Paul Demiéville publiait un article qui fit date pour la connaissance de la religion sous les Yuan, M. Gernet complétait à sa manière ce travail par sa vie quotidienne en Chine à la veille de l'invasion mongole, un ouvrage de référence traduit en anglais, en hongrois, 2 fois en chinois, en italien, en japonais et sans cesse réédité depuis. Ce rapide survol de la sinologie nous amène à la période présente qui voit s'achever par un bicentenaire solennel l'enseignement de M. Pierre-Étienne Ville, qui a succédé à M. Gernet en 1991, soit depuis 23 ans, à une chaire intitulée « Histoire de la Chine moderne ». Entre-temps, Mme Han Cheng a été également élue en 2008 à la chaire « Histoire intellectuelle de la Chine ». Ces deux intitulés laissent peu de place aux dynasties sur lesquelles se focalise mon propos. Les dynasties Liaoting et Yuan n'appartiennent pas à la Chine moderne proprement dite et ne peuvent se targuer de jouer un rôle majeur dans l'histoire intellectuelle de l'Empire du Milieu. Nous pourrions donc dire dans une première conclusion, que les dynasties de conquête antérieures au Qing ont eu dans l'enseignement dispensé à la chaire de sinologie du Collège de France une place certes marginale, mais tout à fait proportionnelle à celle qu'elles occupent communément dans l'historiographie chinoise et dans la sinologie de façon plus large. À ce point de notre discours, il me reste 5 minutes, je pourrais tenir, à ce point de notre discours, une réflexion s'impose. Un nom manque. Ce nom est celui qui vient à l'esprit de tout collègue chinois auquel nous parlons de sinologie française. Vous avez tous deviné qu'il s'agit de Paul Pelliot. Aussi surprenant que cela puisse paraître, du fait qu'il laissa son empreinte scientifique dans des domaines très divers, Paul Pelliot, qui est souvent considéré en France et plus encore en Chine comme le personnage
le plus représentatif et brillant de la sinologie française, avait été élu à une chaire intitulée « Langue, histoire et archéologie de l'Asie centrale ». Or, c'est bien en sinologie que ces empreintes semblent avoir le plus marqué la postérité. Le savant, en principe spécialiste de l'Asie centrale, excella en sinologie, au point qu'on en oublie souvent sa mission première. Au cours de ses recherches si nombreuses et variées, Pelliot ne se pencha quasiment jamais sur les Khitans ou les Jurchen. Mais cette apparente lacune est avantageusement compensée par l'impressionnante production de Pelliot concernant la Chine mongole des Yuen. On pense évidemment à l'œuvre monumentale des Notes on Marco Polo, véritable encyclopédie en 3 volumes sur la période mongole, publication posthume achevée entre 1959 et 1963 par son successeur au Collège de France, Louis Ambis. On pense aussi à l'histoire des campagnes de Gengis Khan, Shenwu Xinzhenglu, un modèle de méthode philologique et d'érudition sinologique. On peut penser encore à des chefs-d'œuvre de taille plus modeste, mais qui, un siècle plus tard, gardent leur valeur d'origine, comme le vrai nom de Séroctane, qui présente à juste titre Sorghaghtani Beki, une impératrice mongole, mère de 3 empereurs, dont Kubilai. Nous venons de nommer Louis Ambis. Ce mongolisant, élève de Pelliot, directeur d'études à la 4e section de l'École pratique des hautes études, élu en 1965 à une chaire d'histoire et civilisation d'Asie centrale, avait toutefois été administrateur du Centre d'études sinologiques de l'Université de Paris à Pékin et assura de 1959 à 1973 la direction de l'Institut des hautes études chinoises. À travers les travaux et responsabilités de Pelliot et Ambis, se dessine ainsi une complémentarité entre la chaire de sinologie proprement dite et la chaire d'Asie centrale. Cette complémentarité est certes occasionnelle et rien ne la rend nécessaire, tant les champs de recherche peuvent être éloignés dans l'espace et dans le temps au sein de ces aires culturelles. De cette promenade dans l'histoire de la chaire d'études chinoises au Collège de France, en suivant la trame des études Liao-Jin et Yuen, nous pouvons, me semble-t-il, remarquer 2 choses. La première est la dynamique commune, le dialogue, voire l'enrichissement mutuel qui peut parfois exister entre la chaire de sinologie et d'autres chaires, comme celle de l'Asie centrale. La seconde est l'existence d'une vitalité interne propre à la chaire d'études chinoises, qui n'est pas figée sur un champ disciplinaire ou une méthode, mais qui sait se renouveler et s'adapter aux besoins des temps, au fil des générations, pour représenter devant les collègues de la communauté internationale le riche potentiel de la recherche sinologique en France. Je vous remercie.